Robert W. Chambers, Le Roi en jaune. Nouvelle traduite de l'anglais par Christophe Thill. Aux éditions Livre de poche. Lu par la chèvre noire. Au long du lac se brisent les vagues de nuages. Les deux soleils jumeaux meurent sur ses rivages, et les ombres s'allongent sur Carcossa. Si étrange est la nuit sous les étoiles noires, si étranges les lunes tournent au ciel du soir, mais plus étrange encore est Carcossa. Les chansons qu'Osiade un jour on chantera, là où flottent en bruissant les guenilles du roi, doivent mourir sans bruit dans Carcossa. Ma voix déjà se meurt, et le chant de mon âme doucement s'évanouit comme sèchent les larmes qu'on n'a jamais versées à Carcossa. Chanson de Cassida, Le Roi en jaune, acte 1, scène 2. Le restaurateur de réputation. Ne raillons pas les fous, leur folie dure plus longtemps que la nôtre. Voilà toute la différence. Chapitre 1. Vers la fin de l'année 1920, le gouvernement des États-Unis avait presque complètement réalisé le programme adopté pendant les derniers mois du mandat du président Winthrop. Le pays semblait calme. On sait comment la question des tarifs douaniers et celle du travail avaient été réglées. La guerre avec les Allemands, consécutive à leur invasion des îles Samoa, n'avait laissé aucune trace visible sur la nation, et la brève occupation du Norfolk par les envahisseurs avait été vite oubliée dans la joie qui avait suivi les victoires navales répétées et la risible débandade des forces du général von Guttorloeb dans le New Jersey. Les investissements à Cuba et à Hawaï avaient entièrement remboursé la mise de fonds, et le territoire des Samoa fournissait une précieuse base de ravitaillement pour les navires. La défense du pays était magnifiquement organisée. Toutes les villes côtières avaient été fortifiées. L'armée, sous la direction paternelle du quartier général, organisée selon le système prussien, avait vu ses effectifs portés à 300 000 hommes, avec une réserve d'1 million d'hommes et 6 magnifiques escadres de croiseurs et de cuirassés patrouillant entre les 6 bases situées sur les mers navigables, laissant une réserve de bateaux bien suffisante pour protéger les eaux territoriales. Les gentlemen de l'Ouest avaient bien dû reconnaître qu'un établissement pour la formation des diplomates était aussi nécessaire que les écoles de droit le sont pour former les avocats. Ainsi, notre pays cessa d'être représenté à l'étranger par des patriotes incompétents. Le pays était prospère. Chicago, un moment paralysé par un second grand incendie, s'était relevé de ses ruines, tout blanc et majestueux, bien plus beau que la blanche ville jouet qui avait été construite en 1893. Partout, la bonne architecture remplaçait la mauvaise, et à New York même, une brusque soif de bon goût avait balayé une grande partie des horreurs existantes. Les rues avaient été élargies, bien pavées et bien éclairées. On y avait planté des arbres, ouvert des places, démoli les viaducs surélevés et construit des routes souterraines pour les remplacer. Les nouveaux bâtiments administratifs et militaires étaient de splendides réalisations architecturales, et la longue série de quais de pierre entourant l'île avait été transformée en parc public, que la population apprécia comme un cadeau du ciel. Les subventions versées au Théâtre national et à l'Opéra national portaient leurs fruits. L'Académie des beaux-arts des États-Unis était sur un pied d'égalité avec les institutions européennes du même type. Personne n'enviait son portefeuille au ministre des Beaux-Arts. Grâce au nouveau système de police montée nationale, la position du ministre des Eaux et Forêts était par contre beaucoup moins éprouvante. Les récents traités avec la France et l'Angleterre s'étaient révélés profitables. L'exclusion des Juifs étrangers dans un but de préservation nationale, l'instauration du nouvel État noir indépendant de Soigny, le contrôle de l'immigration, les nouvelles lois sur la naturalisation et la concentration croissante du pouvoir entre les mains de l'exécutif contribuaient à la paix et à la prospérité générale. Quand le gouvernement eut résolu la question indienne et que des escadrons d'éclaireurs indiens à cheval en costume traditionnel eurent remplacé les petits groupes maladroitement greffés sur quelques maigres régiments par le précédent ministre de la guerre, le pays poussa un profond soupir de soulagement. Et quand,
Après un imposant congrès des religions, le fanatisme et l'intolérance furent mis au tombeau, et que la bonté et la charité poussèrent les sectes religieuses à cesser leur guerre et à se rassembler, les hommes crurent que le millénium arrivait, tout au moins dans le Nouveau Monde, qui après tout est un monde à lui tout seul. Mais la première des règles est de se protéger soi-même, et les États-Unis durent se résigner à voir l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique sombrer dans l'anarchie, avant que la Russie, qui les observe depuis le Caucase, ne les soumette un à un à son pouvoir. À New York, l'été 1899 fut marqué par les démantèlements des voies de chemin de fer surélevées. L'été 1900, lui, restera dans les mémoires du New-Yorkais pendant bien des lustres. C'est cette année-là que la statue de Dodge fut abattue. L'hiver suivant commença la campagne pour l'abrogation des lois punissant le suicide, qui connut son dénouement au mois d'avril 1920, lorsque la première chambre terminale d'État fut ouverte dans Washington Square. Ce jour-là, je revenais de la maison du docteur Archer sur Madison Avenue, où je ne m'étais rendu que par simple formalité. Depuis cette chute de cheval 4 ans auparavant, il m'était arrivé de souffrir de douleurs derrière la tête et dans la nuque. Mais elles avaient disparu depuis des mois, et le docteur me renvoya en disant qu'il n'y avait chez moi plus rien à guérir. Si c'était pour s'entendre dire cela, et rien de plus, ce n'était pas la peine de payer des honoraires, car moi-même je le savais parfaitement. Je payai néanmoins le docteur sans réchigner. La seule chose pour laquelle je lui en voulais, c'était l'erreur qu'il avait commise au départ. Après que j'avais été relevé du trottoir sur lequel je gisais inconscient, et que quelqu'un avait eu pitié de mon cheval et l'avait achevé d'une balle dans la tête, j'avais été emmené chez le docteur Archer, qui, décrétant que mon cerveau avait été atteint, m'avait interné dans sa clinique privée, où je dus subir un traitement psychiatrique. Finalement, il décida que j'allais bien. Moi, sachant que j'avais toujours été aussi sain d'esprit que lui, si ce n'est plus, je payai ma leçon, comme il disait en plaisantant, et m'en allai. Je lui dis en souriant qu'un jour je lui ferais payer son erreur, et il rit de bon cœur en me demandant de passer le voir de temps en temps, ce que je fis, espérant trouver une occasion de régler nos comptes. Mais il ne m'en donna aucune, aussi lui dis-je que j'attendrais. Heureusement, ma chute de cheval n'avait pas laissé de séquelles. Au contraire, mon caractère s'en était trouvé renforcé. Au lieu d'un jeune homme traînant, paresseux en ville, j'étais devenu actif, énergique, mesuré et surtout, par-dessus tout, ambitieux. Une seule chose me troublait. Je riais du malaise que je ressentais et pourtant j'en étais troublé. Pendant ma convalescence, j'avais acheté et lu pour la première fois Le Roi en jaune. Je me rappelle qu'après avoir terminé le premier acte, je compris que je ferais mieux d'arrêter. Je me levai et jetai le volume dans la cheminée. Il heurta le foyer et s'ouvrit en tombant dans le feu. Si je n'avais pas entrevu le début du second acte, je n'aurais jamais terminé le livre, mais quand je me baissai pour le ramasser, mes yeux ne purent se détacher de la page ouverte, et avec un cri de terreur, ou peut-être de joie si poignante que chacun de mes nerfs en fut torturé, j'arrachai le livre au foyer en tremblant, et je regagnai ma chambre, où je le lus et le relus, pleurant, riant, frémissant d'une terreur qui par moments me prend encore aujourd'hui. C'est cela qui continue à me préoccuper, car je ne peux oublier Carcossa, où le ciel est parsemé d'étoiles noires, où l'ombre des pensées des hommes s'allonge dans l'après-midi, où les soleils jumeaux s'enfoncent dans le lac de Hali, et mon esprit sera toujours hanté par le souvenir du masque blême. Je prie Dieu de maudire l'auteur, comme lui-même a apporté au monde la malédiction de cette œuvre à la beauté prodigieuse, terrifiant dans sa simplicité, irrésistible dans sa vérité. Un monde qui aujourd'hui tremble devant le roi en jaune. Quand le gouvernement français saisit les traductions qui venaient d'arriver à Paris, Londres, évidemment, devint impatient de lire le livre. On sait comment il se répandit comme une maladie contagieuse, de ville en ville, de continent à continent, interdit ici, confisqué là, dénoncé par la presse et les églises, censuré même par l'avant-garde littéraire la plus anarchiste. Aucun principe bien défini n'avait été violé dans ces pages maléfiques, aucune doctrine présentée, aucune conviction offensée. Aucune norme connue ne permettait de le condamner, et pourtant, bien que l'on dût reconnaître que le roi en jaune atteignait un degré suprême de l'art, tous sentirent que la nature humaine était incapable de supporter une telle tension, et ne retirerait rien de bon de ces mots imprégnés du poison les plus purs.
La banalité et l'innocence même du premier acte n'étaient là que pour permettre au coup de tomber ensuite avec un effet d'autant plus terrible. C'est, je m'en souviens, le 13e jour d'avril 1920 que la première chambre terminale d'État fut implantée sur le côté sud de Washington Square entre Wooster Street et la 5e avenue Sud. L'emplacement, qui était auparavant occupé par des vieux immeubles branlants, abritant des cafés et des restaurants pour étrangers, avait été acheté par l'État pendant l'hiver 1898. Les cafés et restaurants français et italiens avaient été démolis, et tout le bloc clôturé par une grille de fer dorée et converti en un joli jardin avec des pelouses, des fleurs et des fontaines. Au centre du jardin s'élevait un petit bâtiment blanc, à l'architecture d'un classicisme austère, entouré de massifs de fleurs. Le toit était soutenu par 6 colonnes ioniennes et la porte unique était de bronze. Un splendide groupe sculpté dans le marbre, représentant les parcs, se dressait devant la porte, œuvre du jeune sculpteur américain Boris Yvrin, qui était mort à Paris à l'âge de 23 ans. Quand je traversai University Place et entrai dans le square, les cérémonies d'inauguration étaient déjà bien avancées. Je me frayai un chemin à travers la foule silencieuse des spectateurs, mais fus arrêté par un cordon de police en arrivant à la 4e rue. Un régiment des lanciers des États-Unis était rangé en carré autour de la chambre terminale. Sur une des tribunes faisant face à Washington Park se trouvait le gouverneur de New York, et derrière lui, le maire du Grand New York, le préfet de la police, le gouverneur militaire de l'État, le colonel Livingstone, le général Blount, le général Hamilton, l'amiral Buffby, M. Lansford, ministre de la Santé, la direction de l'hôpital national, les sénateurs de New York, Wise et Franklin, et le commissaire aux travaux publics. La tribune était entourée par un escadron des hussards de la garde nationale. Le gouverneur était en train de conclure sa réponse au bref discours du ministre de la Santé. Je l'entendis déclarer: les lois interdisant le suicide et punissant toute tentative d'autodestruction ont été abrogées. Le gouvernement a jugé bon de reconnaître à l'homme le droit de mettre fin à une existence rendue insupportable par la souffrance ou le désespoir. Il estime que la disparition des personnes se trouvant dans ce cas sera bénéfique pour la communauté. Depuis le vote de la nouvelle loi, le nombre de suicides aux États-Unis n'a pas augmenté. Maintenant que le gouvernement a décidé d'instaurer une chambre terminale dans chaque ville et dans chaque village de notre pays, il reste à voir si la classe des hommes désespérés, parmi lesquels chaque jour tombent de nouvelles victimes de l'autodestruction, acceptera le soulagement qui lui est offert. Il fit une pause et se tourna vers le bâtiment blanc de la chambre terminale. Un silence complet régnait dans la rue. Ici, une fin indolore attend celui qui ne peut plus supporter les tourments de la vie. S'il recherche la mort, qu'il vienne la trouver ici. Puis, se tournant vivement vers l'aide de camp du président, il dit enfin: je déclare ouvert la chambre terminale. Et faisant à nouveau face à la foule, il s'écria d'une voix claire: citoyens de New York et des États-Unis d'Amérique, par ma voix, le gouvernement déclare ouvert la chambre terminale. Le silence solennel fut rompu par un cri de commandement. L'escadron des hussards se rangea derrière la voiture du gouverneur. Les lanciers pivotèrent et se mirent en formation le long de la 5e avenue pour attendre le commandant de la garnison, suivi par la police montée. J'abandonnai la foule qui contemplait, bouche bée, le marbre blanc de la chambre de mort et traversai la 5e avenue sud. Je suivis cette rue du côté ouest jusqu'à Baker Street. Là, je tournai à droite et m'arrêtai devant une petite boutique décrépite portant l'enseigne Hauberk Armurier. Jetant un regard à l'intérieur, je vis Hauberk au travail dans son petit atelier au bout du couloir. Il leva les yeux et en me voyant cria de sa voix profonde: « Entrez, monsieur Castaigne !» Constance, sa fille, se leva pour m'accueillir au moment où j'entrais et me tendait sa jolie main. Mais je la vis rougir, déçue, car je le savais, c'était un autre Castaigne qu'elle attendait, mon cousin Louis. Sa confusion me fit sourire. Je la complimentais sur la bannière qu'elle était en train de broder d'après une planche en couleur. Le vieux Hauberk était assis,
occupé à rifter les jambières usées d'une vieille armure, et le ting-ting-ting de son petit marteau résonnait agréablement dans sa curieuse boutique. Il lâcha soudain son maillet pour se mettre à manipuler une clé minuscule. Le son assourdi du métal me fit frissonner de plaisir. J'adorais entendre la musique de l'acier sur l'acier, le choc doux du maillet sur les plaques métalliques, le tintement des côtes de mailles. C'était pour cette seule raison que je rendais visite à Auberg. Il ne m'avait jamais personnellement intéressé, pas plus que Constance, à part le fait qu'elle était amoureuse de Louis. Cela occupait mes pensées, et parfois même m'empêchait de dormir. Mais dans mon cœur, je savais que tout s'arrangerait et que je m'occuperais de leur avenir, tout comme j'avais l'intention de m'occuper de celui de mon cher docteur, John Archer. Quoi qu'il en soit, jamais je n'aurais pris la peine de venir les voir si le tintement du marteau n'avait pas eu pour moi la puissante fascination dont j'ai déjà parlé. Je restais assis des heures à l'écouter, et quand parfois un rayon de soleil égaré venait scintiller sur l'acier orné d'incrustations, mes sensations devenaient si intenses qu'elles étaient presque insupportables. Mes yeux devenaient fixes, dilatés par un plaisir qui tendait chacun de mes nerfs à la limite de la rupture, jusqu'à ce qu'un geste du vieillard armurier vienne interrompre le rayon de lumière. Alors, frémissant intérieurement, je m'adossai et écoutai le son du chiffon à polir. Swish, swish, dont le frottement débarrassait les rivets de leur rouille. Constance travaillait avec sa broderie sur les genoux, s'arrêtant de temps en temps pour examiner de plus près les motifs sur la planche en couleur empruntée au Metropolitan Museum. « Pour qui est-ce » demandai-je. Aubert m'expliqua que, en plus des précieuses armures du Metropolitan Museum, dont il était l'armurier attitré, il avait également la responsabilité de plusieurs collections appartenant à des riches amateurs. Ceci était la jambière manquante d'une armure célèbre, dont un de ses clients avait retrouvé la trace à Paris, dans une petite boutique du quai d'Orsay. C'était lui, Auberg, qui avait marchandé et obtenu la jambière, et maintenant l'armure était complète. Il posa son marteau et m'en lut l'histoire, passant de propriétaire en propriétaire depuis 1450 jusqu'à son achat par Thomas Stanbridge lorsque ce dernier vendit sa magnifique collection. Le client de Auberg acheta l'armure, et depuis lors la jambière manquante avait été rachetée jusqu'à être finalement retrouvée à Paris, presque par hasard. Je demandai. « Avez-vous poursuivi ces recherches avec autant de persévérance sans même être sûr que la jambière existait encore ?»« Bien sûr, répondit-il calmement. C'est à ce moment que pour la première fois, j'éprouva un intérêt personnel pour Auberg. Elle avait sûrement une grande valeur à vos yeux, hasardai-je. Non, répondit-il en riant, ma seule récompense a été mon plaisir de l'avoir retrouvée. Je lui demandai avec un sourire. N'avez-vous donc pas l'ambition de devenir riche? Il me répondit d'un air grave. Ma seule ambition est d'être le meilleur armurier du monde. Constance me demanda si j'avais vu les cérémonies à la chambre terminale. Elle-même avait remarqué le passage de la cavalerie sur Broadway, le matin même, et aurait souhaité assister à l'inauguration, mais son père voulait que la bannière soit terminée, et sur sa demande, elle était restée. « Est-ce que vous y avez vu votre cousin, M. Castaigne » demanda-t-elle avec un léger tremblement de cils. « Non, lui répondis-je négligemment. Le régiment de Louis est en manœuvre dans le comté de Westchester. » Je me levai, ramassant mon chapeau et ma canne. « Vous montez rendre visite à ce fou ?» me demanda le vieux Auberg en riant. Si Auberg savait à quel point je détestais le mot fou, jamais il ne l'aurait utilisé en ma présence. Ce mot éveille en moi des émotions que je n'ai pas envie de m'attarder à expliquer. Calmement, je lui répondis. « Je crois que je vais passer voir M. Wilde un moment. »« Pauvre homme, dit Constance en hochant la tête, comme cela doit être dur de vivre seul, année après année, pauvre, infirme et presque dément. Vous êtes très bon, M. Castaigne, d'aller lui rendre visite aussi souvent. »« Moi, je pense qu'il est méchant, fit remarquer Auberg en reprenant son marteau. J'écoutais le tintement délicieux sur les plaques métalliques. Quand il eut terminé, je répondis. « Non, non, il n'est pas méchant, et pas le moins du monde dément. Son esprit est une chambre de merveilles, et peut-être peut-on en extraire des trésors que vous et moi donnerions des années de notre vie pour acquérir. » Auberg rit. Je poursuis non sans impatience. Il connaît l'histoire comme personne. Aucune chose, si petite soit-elle, ne peut échapper à ses recherches, et sa mémoire est si parfaite, si exacte sur les détails, que s'il savait à New York qu'un tel homme existe, jamais on ne pourrait l'honorer à la mesure de ses mérites. « Baliverne »
grommela Auberg en recherchant sur le plancher un rivet égaré. Des balivernes demandai-je en m'efforçant de dissimuler ce que je ressentais. Est-ce que ce sont aussi des balivernes quand il affirme que les tassettes et les cuissardes de l'armure émaillée appelée la blasonnée du prince se trouvaient dans un monceau de vieils accessoires de théâtre, de poils cassés et de rebuts de chiffonnier dans une mansarde de Pell Street? Auberg laissa tomber son marteau à terre, mais il le ramassa et me demanda très calmement comment je savais que les tassettes et la cuissarde gauche de la blasonnée du prince étaient manquantes. Je l'ignorais jusqu'à ce que M. Wilde m'en parle l'autre jour. Il m'a dit qu'elle se trouvait dans la mansarde du 998 à Pell Street. « Baliverne !» s'écria-t-il. Mais je voyais sa main trembler sous son tablier de cuir. « Et ceci ?» lui demandai-je avec douceur. « Est-ce que ce sont aussi des balivernes quand M. Wilde parle constamment de vous comme du marquis d'Avonshire et de mademoiselle Constance ?» Je ne pus achever ma phrase. Constance s'était levée d'un bond et la terreur se lisait sur son visage. Auberg me regarda en lissant lentement son tablier de cuir. « C'est impossible, fit-il remarquer. Même si M. Wilde connaît énormément de choses, je l'interrompis en souriant. Par exemple, à propos d'armure et de la blasonnée du prince? Oui, continua-t-il lentement. À propos d'armure, peut-être, mais il se trompe à propos du marquis d'Avonshire. Comme vous le savez, celui-ci a tué l'homme qui calomniait sa femme il y a des années, puis il est parti vivre en Australie et n'a pas survécu très longtemps à son épouse. « Monsieur Wilde fait erreur, » murmura Constance. Ses lèvres étaient pâles, mais sa voix demeurait douce et calme. « Nous admettrons donc, si vous le voulez bien, que dans ce cas particulier, Monsieur Wilde fait erreur, leur dis-je. » Chapitre 2. Je montai les 3 volets de marche usées, comme je l'avais déjà fait tant de fois, puis frappai à une petite porte tout au bout du couloir. M. Wilde ouvrit la porte et j'entrai. Lorsqu'il eut fermé la porte à double tour et poussé un gros coffre devant elle, il vint s'asseoir près de moi, me regardant avec insistance de ses petits yeux délavés. Son nez et ses joues portaient de nouvelles traces de griffures, et le fil d'argent qui soutenait ses oreilles artificielles n'était pas en place. Je crois que jamais je ne l'avais trouvé aussi fascinant de laideur. Il n'avait pas d'oreilles. Les prothèses qui faisaient présentement un angle excessif avec le fil de métal étaient sa seule faiblesse. Elles étaient en cire, de couleur rose vif, mais le reste de son visage était jaunâtre. Il aurait sûrement pu se permettre le luxe de quelques doigts artificiels pour sa main gauche, qui n'en avait aucun. Mais cela ne semblait pas le déranger, et il était content de ses oreilles de cire. Il était très petit, à peine plus grand qu'un enfant de 10 ans, mais ses bras étaient magnifiquement développés, et ses cuisses étaient aussi fortes que celles d'un athlète. Cependant, la chose la plus étonnante concernant M. Wilde était qu'un homme aussi intelligent et cultivé dût avoir une tête telle que la sienne. Elle était plate et pointue, comme celle de beaucoup de ces malheureux qu'on emprisonne dans les asiles pour les faibles d'esprit. Nombre de gens le croyaient fou, mais je savais qu'il n'était pas plus fou que moi. Je ne nie pas qu'il était excentrique. Sa manie de garder ce chat et de l'exciter jusqu'à ce qu'il lui saute au visage comme un démon était certainement une excentricité. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi il gardait cet animal, ni quel plaisir il trouvait à rester enfermé dans sa chambre avec une bête aussi agressive et méchante. Je me souviens qu'un jour, je levai les yeux du vieux manuscrit que j'étais en train d'étudier à la lueur d'une chandelle et vis M. Wilde assis, immobile dans son fauteuil, à haut dossier, les yeux brillants d'excitation et le chat qui avait quitté sa place près du poêle pour ramper jusqu'à lui à travers la pièce. Avant que j'aie pu faire un geste, il s'aplatit au sol, se trémoussa et lui sauta au visage. Hurlant et écumant, ils roulèrent ensemble par terre, se battant à coups de griffes jusqu'à ce que le chat finisse par s'enfuir sous l'armoire, tandis que M. Wilde, lui, se retournait sur le dos, ses membres recroquevillés comme ceux d'une araignée agonisante. Il était réellement excentrique. M. Wilde s'était installé dans son fauteuil à haut dossier, et, ayant étudié mon visage, il ramassa un livre de contes aux pages cornées et l'ouvrit. Il se mit à lire. Henry B. Matthews, comptable chez Wysott Company, marchand d'ornements sacerdotaux, venu le 3 avril, réputation endommagée sur les champs de course, connu comme un escroc au pari, réputation à réparer pour le 1er août. Acompte versé, $5. Il tourna la page, et sa main sans doigt courut sur les colonnes remplies d'une écriture serrée. P. Green de Sunbury.
ministre de l'Église, Fur Beach, New Jersey. Réputation endommagée au Bowery. À réparer le plus tôt possible, un compte versé $100. Il toussa et ajouta « Venu le 6 avril. » Ainsi vous ne me semblez pas manquer d'argent, monsieur Wilde, dis-je d'un air interrogateur. Écoutez, reprit-il. Madame C. Hamilton, Chester, de Chester Park, New York, venu le 7 avril. Réputation endommagée à Deep, en France. À réparer pour le 1er octobre. Un compte versé $500. Note. C. Hamilton Chester, capitaine de l'USS Avalanche, de retour de mer du Sud le 1er octobre. Eh bien, lui dis-je, restaurateur de réputation, c'est un métier lucratif. Ses yeux incolores cherchèrent les miens. Je voulais juste démontrer que j'avais raison. Vous disiez qu'il était impossible de réussir comme restaurateur de réputation, et que même si j'y arrivais, dans certains cas, cela me coûterait plus que ça ne me rapporterait. Aujourd'hui, j'ai 500 hommes qui travaillent pour moi. Ils ne sont pas beaucoup payés, mais travaillent avec un enthousiasme qui vient peut-être de la peur. Ces hommes pénètrent dans tous les recoins de la société. Ce sont des piliers des cercles les plus élitistes. D'autres sont la crème de l'aristocratie financière. D'autres encore ont une place indiscutée parmi les créateurs de grands talents. Je les choisis à ma guise, parmi ceux qui répondent à mes annonces. Ce n'est pas difficile, ce sont tous des lâches. Je pourrais en trouver 3 fois plus, en 20 jours si je voulais. Vous voyez, ceux qui ont en garde la réputation de leurs concitoyens, c'est moi qui les paie. Il pourrait se retourner contre vous, dis-je. De son pouce, il frotta ses oreilles mutilées et rajusta les prothèses de cire. Je ne crois pas, répondit-il. Il est rare que je doive utiliser le fouet, et dans ce cas, une fois suffit. De plus, leur salaire leur convient. Je demandai. Comment utilisez-vous le fouet? Pendant un moment, son visage fut affreux à voir. Ses yeux s'étrécirent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 2 étincelles vertes. Je les ai invités à venir faire un brin de causette, dit-il très doucement. Il fut interrompu par un coup frappé à la porte et son visage retrouva son expression aimable. « Qui est-ce » demanda-t-il. « Monsieur Steillet, répondit une voix. « Revenez demain, lui répondit M. Wilde. C'est impossible, commença l'homme. Mais une sorte d'amoiement de M. Wilde le fit taire. Revenez demain, répéta celui-ci. L'homme s'éloigna. Nous l'entendîmes disparaître au coin de l'escalier. Qui était-ce demandai-je. Arnold Steillet, propriétaire et rédacteur en chef du grand quotidien de New York. Sa main privée de doigts tambourinant sur le grand livre, il ajouta. Je le paye très mal, mais il pense que c'est une bonne affaire. Arnold Steillet, répétai-je stupéfait. Eh oui, dit-il tout sautant avec satisfaction. Le chat qui était entré pendant qu'il parlait hésita, leva la tête vers lui et se mit à gronder. M. Wilde descendit de sa chaise, s'accroupit par terre, prit l'animal dans ses bras et le caressa. Le chat cessa son grondement et se mit à ronronner de plus en plus fort. « Où sont les notes » demandai-je. Il désigna la table, et pour la 100e fois, je pris le manuscrit intitulé « La dynastie impériale d'Amérique ». J'étudiai une par une les pages usées seulement par mes propres manipulations, et bien que je les connusse par cœur, des premiers mots, lorsque depuis Carcosa, l'Hésiade, Astur et Aldébaran, jusqu'à Castaigne Louis de Calvados, né le 19 décembre 1877. Je le lus avec une attention soutenue, m'interrompant pour répéter à haute voix certains passages, m'arrêtant surtout sur Hildred de Calvados, fils unique de Hildred Castaigne et d'Edith Land Castaigne, premier dans l'ordre de la succession, etc. Lorsque j'eus terminé, M. Wilde hocha la tête et tout sauta. Il demanda « À propos de vos légitimes ambitions, où en sont les choses entre Constance et Louis ?» Elle l'aime, répondis-je simplement. Le chat qui était resté sur ses genoux se retourna brusquement contre lui et le griffa en plein visage. Il le jeta par terre et s'installa sur une chaise face à moi. « Et le docteur Archer ? Mais c'est une affaire que vous pouvez régler quand cela vous conviendra, » ajouta-t-il. Je répondis.
Oui, le docteur Archer peut attendre, mais il est temps que j'aille voir mon cousin Louis. Il est temps, Répéta-t-il. Puis il prit un autre registre sur la table et parcourut les pages rapidement. Nous sommes maintenant en contact avec 10 000 hommes, murmura-t-il. Nous pouvons compter sur 100 000 hommes dans l'espace de 24 heures, et en 48 heures, l'État se lèvera en masse. Le reste du pays suivra, et la partie qui ne le fera pas, c'est-à-dire la Californie et le Nord-Ouest, aurait mieux fait de ne jamais avoir été habitée. Je ne leur enverrai pas le signe jaune. Le sang me monta à la tête, mais je répondis simplement. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Les ambitions de César et de Napoléon paraissent bien pâles devant celle qui ne trouvera pas de repos avant de s'être emparée de l'esprit des hommes et de diriger jusqu'à leurs pensées encore inexprimées, dit M. Wilde. Vous voulez parler du roi en jaune, dis-je avec un frisson. C'est un roi que des empereurs ont servi. Je suis heureux de le servir, répondis-je. M. Wilde s'assit, frottant ses oreilles de sa main mutilée. Peut-être que Constance ne l'aime pas, dit-il. Je commençai à lui répondre, mais ma voix fut noyée sous un flot de musique militaire provenant de la rue. Le 20e régiment de dragons, cantonné auparavant à Mont-Saint-Vincent, revenait de ses manœuvres dans le comté de Westchester, pour s'installer dans ses nouveaux quartiers de East Washington Square. C'était le régiment de mon cousin. Il avait fière allure, avec leur tunique ajustée bleu pâle, leur toque portée de biais et leurs pantalons blancs à double bande jaune, collant étroitement à leurs jambes. Un escadron sur deux portait des lances, à la pointe desquelles flottaient des flammes de tissu jaune et blanc. La fanfare passa, jouant la musique du régiment, puis vinrent le colonel et son état-major. Les chevaux serrés les uns contre les autres piétinaient, inclinaient la tête en mesure. Les flammes flottaient aux pointes des lances. Les soldats qui montaient élégamment à l'anglaise étaient tannés par le soleil après leur campagne pacifique au milieu des fermes de Westchester. La musique des sabres heurtant les étriers, le tintement des carabines contre les éperons était un délice pour mes oreilles. Je vis Louis, au milieu de son escadron. C'était le plus bel officier que j'avais jamais vu. M. Wilde, qui était monté sur une chaise près de la fenêtre, le vit aussi, mais ne dit rien. En passant, Louis se tourna et son regard se dirigea vers l'atelier de Hauberg, et je vis ses joues bronzées rougir légèrement. Constance était sans doute à la fenêtre. Quand les derniers soldats furent passés et que les flammes eurent disparu dans la 5e avenue sud, M. Wilde descendit de sa chaise et poussa le coffre qui bloquait la porte. « Oui, dit-il, il est temps d'aller voir votre cousin Louis. » Il déverrouilla la porte et ramassa ma canne et mon chapeau. Je sortis dans le couloir. Il faisait très sombre dans l'escalier. Avançant à tâtons, je mis le pied sur un objet mou qui se mit à gronder et à cracher. Je voulus envoyer au chat un coup meurtrier, mais ma canne se brisa en morceaux en heurtant la balustrade et l'animal courut se réfugier chez M. Wilde. Passant à nouveau près de l'atelier de Hauberg, je le vis au travail sur son armure, mais je ne m'arrêtai pas, et sortant sur Blaker Street, je la suivis jusqu'à Wooster Street. Passé près de la chambre terminale, puis traversant Washington Square, je regagnai mon logement au Bénédicte. J'y dînai confortablement, lus le Herald et le Météore, et retournai enfin à ma chambre. Je composai la combinaison sur le coffre d'acier. Les 3 minutes 3/4 nécessaires à la serrure à retardement pour s'ouvrir sont pour moi des instants bénis. Du moment où je compose la combinaison jusqu'à celui où, empoignant les boutons, j'ouvris la porte d'acier massif, je restai dans l'extase de l'attente. C'est comme si ces mouvements me transportaient au paradis. Je sais ce que je vais trouver lorsque le temps d'attente sera écoulé, et je sais ce qui m'attend, moi et moi seul, bien à l'abri dans ce coffre massif. Et l'exquis plaisir de l'attente devient à peine plus vif lorsque la porte s'ouvre et que dans son écrin de velours, j'extrais un diadème d'or pur scintillant de diamants. Je le fais chaque jour, et pourtant le bonheur d'attendre, puis de toucher enfin la couronne, semble s'accroître avec les jours qui passent. C'est une couronne faite pour un roi parmi les rois, un empereur parmi les empereurs. Le roi en jaune peut la dédaigner, mais elle sera portée par son royal serviteur. Je la tins dans mes mains jusqu'à ce que l'alarme du coffre se mît à sonner, puis je la remis en place, avec tendresse, avec fierté, et refermai la porte d'acier. Regagnant mon bureau, qui fait face à Washington Square, je vins m'appuyer à la fenêtre.
Le soleil de l'après-midi y déversait ses rayons, et dans le parc, une petite brise agitait les branches des ormes et des érables, déjà couverts de boutons et de jeunes feuilles. Un vol de pigeons décrivait des cercles autour du clocher de Memorial Church, se posant parfois sur le toit aux tuiles violettes, se dirigeant à d'autres moments vers la fontaine aux nénuphars, devant l'arche de marbre. Les jardiniers s'occupaient des massifs de fleurs situés autour de la fontaine, et la terre fraîchement retournée répandait une odeur douce et épicée. Une tondeuse à gazon tirée par un gros cheval blanc traversait la pelouse avec un bruit métallique, et des chariots d'arrosage répandaient des averses de gouttelettes sur les allées d'asphalte. Autour de la statue de Peter Stuyvesant, qui avait remplacé en 1897 la monstruosité censée représenter Garibaldi, des enfants jouaient dans le soleil printanier, et des bonnes poussaient vigoureusement des landaux sophistiqués, sans se soucier de leurs occupants joufflus. Cela sans doute en raison de la présence d'une demi-douzaine de soldats du régiment de dragons assis nonchalamment sur un banc. Entre les arbres, l'arc de Washington brillait au soleil comme de l'argent. Et plus loin, à l'extrémité est du parc, la caserne des dragons, en pierre grise, et les écuries de granit blanc et de l'artillerie étaient animées de couleurs et de mouvements divers. Mon regard se porta sur la chambre terminale, à l'autre coin du parc. Quelques curieux s'attardaient le long de la grille dorée, mais au-delà de celle-ci, les allées étaient désertes. Je regardais l'eau jaillir de la fontaine. Les moineaux avaient déjà découvert cette nouvelle baignoire, et dans les vasques se bousculaient les petits oiseaux aux plumes poussiéreuses. 2 ou 3 paons blancs parcouraient les pelouses, et un pigeon gris-beige s'était perché sur le bras d'une des parcs, si parfaitement immobile qu'on aurait pu croire qu'il faisait partie de la statue. Alors que je me détournais, un mouvement dans le groupe de badauds attira mon attention. Un jeune homme venait d'entrer. Il remontait, d'un pas nerveux, le chemin de gravier menant aux portes de bronze de la chambre terminale. Il s'arrêta un instant devant les parcs, et au moment où il leva la tête vers leurs 3 visages énigmatiques, le pigeon perché sur la sculpture prit son envol, décrivit quelques cercles et s'en alla vers l'est. Le jeune homme prit son visage dans ses mains, puis avec un geste indéfinissable, il bondit en haut de l'escalier de marbre, et les portes de bronze se refermèrent derrière lui. Une demi-heure plus tard, les badauds se dispersèrent, et le pigeon effrayé revint se poser dans les bras de la parque. Je mis mon chapeau et descendis faire une petite promenade apéritive dans le parc. Passant dans l'allée centrale, je croisai un groupe d'officiers, dont l'un me salua d'un « Bonjour, Hildred !» et revint sur ses pas pour me serrer la main. C'était mon cousin Louis, qui se tenait là, souriant et tapotant ses éperons à petits coups de cravache. « J'arrive de Winchester, dit-il. Très bucolique, la tournée des fermes, tu vois le genre. Les filles de ferme avec leurs chapeaux de soleil qui répondent « Ah, je ne crois pas » quand on leur dit qu'elles sont jolies. Tout ce que je désire maintenant, c'est un bon repas au Del Moncino. Quoi de neuf ? Rien, répondis-je. J'ai vu arriver ton régiment ce matin. Ah bon ? Je ne t'ai pas vu. Où étais-tu ? Chez M. Wilde, à sa fenêtre. Nom de Dieu, s'écria-t-il, ce type est fou allié, je ne comprends pas pourquoi tu... Il vit que son éclat m'avait affecté et me fit des excuses. Écoute, vieux, dit-il, ce n'est pas pour dire du mal de quelqu'un que tu aimes bien, mais sur ma tête, je ne vois vraiment pas ce que tu peux avoir en commun avec M. Wilde. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas bien élevé. Il est affreusement déformé, sa tête est celle d'un fou criminel. Tu sais très bien qu'il a été interné. Calmement, je l'interrompis. Oui, tout comme moi. Un moment, Louis fut confus, resta pris de court, mais il se ressaisit et me donna une claque affectueuse sur l'épaule. « Toi, commença-t-il, on t'a guéri complètement. » Mais je l'arrêtai à nouveau. « Tu veux dire, je suppose, qu'on a fini par reconnaître que je n'avais jamais été malade ?»« Bien sûr, dit-il, c'est ce que je voulais dire. » Ce rire forcé était détestable, mais je l'approuvai d'un air joyeux, et lui demandai où il comptait aller. Louis jeta un regard vers les autres officiers qui avaient déjà presque atteint Broadway. « Nous pensons aller prendre un cocktail au Brunswick, mais pour être franc, tout ce que je voulais, c'est une excuse pour me défiler, aller chez Hauberg. Mais viens avec moi, dis, tu seras mon excuse. » Nous trouvâmes le vieux Hauberg, élégamment vêtu d'un costume d'été aux couleurs claires, reniflant l'air à la porte de son atelier. « Je venais de décider d'emmener Constance faire une petite promenade avant le dîner, dit-il en répondant à un flot de questions de Louis. Nous pensions aller marcher dans le parc, le long de la North River. Constance apparut au même instant, pâlissant et rosissant alternativement, alors que Louis baisait ses petits doigts gantés.
Je voulus m'éclipser, prétextant un rendez-vous en ville, mais Louis et Constance ne voulurent rien entendre. Ils espéraient visiblement que j'allais rester et occuper l'attention du vieux Auberc. Après tout, me dis-je, ce ne sera pas plus mal de garder l'œil sur Louis. Et lorsqu'ils zélèrent un tramway sur Spring Street, je montai avec eux et m'assis derrière l'armurier. Le bel alignement de parcs et de terrasses de granit surmontant les quais de la North River, qui avait été construit en 1910 et terminé à l'automne 1917, était devenu un des lieux de promenade les plus populaires de la métropole. Il s'étendait de la Battery jusqu'à la 190e rue au-dessus du noble fleuve, et offrait une belle vue de la côte de Jersey et des collines environnantes. Un peu partout, des cafés et des restaurants étaient installés sous les arbres, et 2 fois par semaine, des fanfares de la garnison jouaient dans les kiosques qui se trouvaient le long du parapet. Nous allâmes nous asseoir sur le banc, au pied de la statue équestre du général Sheridan, lorsque Constance inclina son ombrelle pour protéger ses yeux du soleil. Louis et elle entamèrent une conversation à voix basse dont je ne pus comprendre un mot. Le vieux Auberc, appuyé sur sa canne à pommeau d'ivoire, alluma un excellent cigare et m'en offrit un, que je refusai poliment. Il se mit à sourire dans le vague. Le soleil descendait sur les bois de Staten Island, et la baie se teintait d'or sous les rayons du soleil reflétés par les voiles des bateaux. Il y avait là des briques, des goélettes, des yachts, des gauche ferry-boats au pont noir de monde, des bateaux de compagnie de chemin de fer transportant des rangées de wagons de marchandises marron, bleus et blancs, d'élégants steamers, des trams à vapeur déclassés, des caboteurs, des dragueurs, des péniches, et, dans chaque recoin de la baie, d'insolents petits remorqueurs émettant d'un air important sifflements et panaches de fumée. Aussi loin que portait le regard, on pouvait encore voir tous ces bateaux écumer les eaux illuminées de soleil. Contrastant par son calme avec l'agitation des navires à vapeur ou à voile, une flotte silencieuse de bâtiments de guerre blancs se tenait immobile au milieu du courant. Je fus tiré de ma rêverie par le rire joyeux de Constance. « Mais qu'est-ce que vous regardez comme ça ?» me demanda-t-elle. « Rien, dis-je en souriant, la flotte. » Alors Louis nous expliqua ce qu'étaient ces bateaux, et nous les désignant par rapport au point de repère constitué par le vieux fort rouge sur Governor's Island. « Ce petit-là, en forme de cigare, c'est un torpilleur, dit-il. Il y en a 4 autres rangés côte à côte. Ce sont le Tarpon, le Falcon, le Sea Fox et l'Octopus. Les canonnières, juste au-dessus, sont le Princeton, le Champlain, le Stillwater et l'Erie. À côté, il y a les croiseurs Farragut et Los Angeles, et au-dessus d'eux, les cuirassés California et Dakota, et le navire amiral, le Washington. Ces 2 morceaux de ferraille à l'allure massive ancrés face au Fort Williams sont les Monitor à 2 tourelles, Terrible et Magnificent. Derrière eux, il y a le ram Oshoela. Constance le regardait, avec dans ses beaux yeux un air de profonde approbation. « Vous en savez des choses pour un soldat, dit-elle, et à ces mots tout le monde éclata de rire en chœur. Louis se leva, nous fit un signe de la tête et offrit son bras à Constance, et ils partirent ensemble le long de la rive. Auberg les regarda un moment, puis se tourna vers moi. « Monsieur Wilde avait raison, dit-il. J'ai trouvé les tassettes et la cuirasse gauche qui manquaient à la blasonnée du prince, dans une infâme débarras de Pell Street. »« Au 998 ?» lui demandai-je en souriant. « Oui. »« Monsieur Wilde est un homme d'une grande intelligence, fis-je observer. »« Je veux que le mérite de cette découverte, de la plus haute importance, lui soit réservé, » continua Auberg, « et je veux qu'on sache que toute la gloire qui peut en découler lui revint de droit. »« Il ne vous en sera pas reconnaissant, » répondis-je vivement. « Je vous demande de ne rien en faire. »« Savez-vous combien elle vaut ?» dit Auberg. « Non, peut-être $50. » Elle est évaluée à 500, mais le propriétaire de la blasonnée du prince offre $2000 à qui lui permettra de compléter cette armure. Cette récompense appartient aussi à M. Wilde. « Il n'en veut pas. Il la refuse, » répondis-je avec colère. « Que savez-vous de M. Wilde ? Il n'a pas besoin de cet argent. Il est riche, savez-vous ? Ou il le sera. Plus riche que n'importe quel homme vivant, excepté moi. Que nous apportera cet argent ? Que nous importerait-il à lui et à moi ? Quand quoi ? Me demanda Auberg, stupéfait. Vous verrez bien, répondis-je à nouveau sur mes gardes. Il me scruta, comme le faisait le docteur Archer.
et je sus qu'il pensait que j'étais dérangé mentalement. C'est sans doute une chance pour lui qu'il n'ait pas utilisé le mot fou à ce moment. Non, dis-je en réponse à sa pensée, je ne suis pas un malade mental. Je suis aussi sain d'esprit que M. Wilde. Je n'ai pas l'intention de révéler maintenant ce que je tiens à réserver, mais c'est un investissement qui rapportera bien plus que de l'or, de l'argent ou même des pierres précieuses. Il apportera le bonheur et la prospérité à tout un continent, à tout un hémisphère. Oh, dit Auberg, et finalement, terminai-je plus doucement, il apportera le bonheur au monde entier. Et accessoirement le bonheur à la prospérité à vous-même ainsi qu'à M. Wilde. Exactement, dis-je en souriant, mais le ton de sa voix me donna envie de l'étrangler. Il me regarda un moment en silence et me dit très doucement: Monsieur Castaigne, vous devriez laisser de côté vos livres, vos études et partir un peu dans les montagnes. Vous aimiez tant la pêche. Allez donc taquiner un peu la truite dans les Rangelis. La pêche? Mais ça ne m'intéresse plus, répondis-je sans aucune trace d'énervement. Il continua. Vous aimiez tant de choses. L'athlétisme, le bateau, le tir, le cheval. Je ne fais plus de cheval depuis ma chute, répondis-je calmement. Ah oui, votre chute, répétait-il, et il regarda ailleurs. J'en avais plus qu'assez de ces absurdités. Je tentai de ramener la conversation sur M. Wilde, mais Auberg me regardait à nouveau de cette manière insultante. Monsieur Wilde, répéta-t-il, vous savez ce qu'il a fait cet après-midi? Il est descendu accrocher une enseigne dans l'entrée, à côté de la mienne. Dessus, il y est marqué « Monsieur Wilde, restaurateur de réputation, 3e sonnette ». Vous savez ce que c'est, vous, un restaurateur de réputation? Oui, répondis-je en réprimant ma colère. Oh, dit-il à nouveau. Louis et Constance, qui passaient, s'arrêtèrent près de nous et nous demandèrent si nous voulions les accompagner. Auberg regarda sa montre. Au même instant, un petit nuage de fumée s'éleva des casemates du fort William, et le canon marquant le coucher du soleil fit entendre sa détonation qui roula à travers l'eau et se répercuta sur les collines en face. Le drapeau fut amené, les clairons sonnèrent sur les ponts blancs des bateaux de guerre, et la première lumière électrique se mit à scintiller sur la côte de Jersey. Alors qu'en compagnie d'Auberg je me retournai vers la ville, j'entendis Constance murmurer à Louis quelque chose que je ne pus comprendre, mais Louis lui répondit à voix basse: « Ma chérie ». Un peu plus tard, comme Auberg et moi traversions le square, je l'entendis murmurer « Mon amour » et « Ma chère Constance », et je sus qu'il était grand temps pour moi de discuter d'affaires importantes avec mon cousin Louis. Chapitre 3. Un matin du début du mois de mai, j'étais dans ma chambre, devant le coffre d'acier, et j'essayais la couronne d'or ornée de diamants. Me tournant vers le miroir, je vis les diamants lancer des éclats, et l'or martelé briller comme une auréole autour de ma tête. Je me souvins du cri d'agonie de Camilla et des mots terribles que l'écho répétait dans les rues pâles de Carcossa. C'étaient les derniers mots du premier acte, et je n'osais pas penser à ce qui venait ensuite. Je ne l'osais pas, même sous le soleil printanier, ici dans ma chambre, au milieu de mes objets familiers, malgré les bruits rassurants de l'agitation de la rue et les voix des domestiques dans le couloir. Car ces mots empoisonnés s'étaient infiltrés peu à peu dans mon cœur, comme une sueur de mort est absorbée par un drap de lit. Tremblant, j'ôtai la couronne de ma tête et m'essuyai le front. Mais je pensais à Astour et à mes propres ambitions légitimes, et je me souviens de M. Wilde, tel que je l'avais laissé, le visage tailladé et ensanglanté par les griffes de ce maudit animal, et de ce qu'il disait. L'alarme du coffre commença à sonner bruyamment, et je sus que le temps était écoulé, mais je refusai d'y prêter attention, et replaçant le diadème sur ma tête, je me tournai vers le miroir d'un air de défi. Je restai un long moment absorbé par l'expression changeante de mes propres yeux. Le miroir reflétait un visage qui ressemblait au mien, mais plus pâle, et si décharné que je le reconnaissais à peine. Et entre mes dents serrées, je ne cessais de me répéter « Le jour est arrivé, le jour est arrivé », tandis que l'alarme du coffre continuait à hurler et que les diamants brillaient de 1000 feux à mon front. J'entendis la porte s'ouvrir, mais n'y fis pas attention. Je ne compris que lorsque je vis 2 visages dans le miroir, qu'une autre tête apparut par-dessus mon épaule et que 2 autres yeux rencontrèrent les miens. Je me retournai brusquement, saisissant un couteau à longue lame sur la table de toilette,
et mon cousin fit un bond en arrière, très pâle, et s'écria « Hildred, au nom du ciel !» Comme ma main retombait, il dit « C'est moi, Louis, tu ne me reconnais pas ?» Je restai silencieux. Même pour sauver ma vie, j'aurais été incapable de prononcer un mot. Il s'approcha de moi et m'enleva le couteau. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il doucement. « Est-ce que tu es malade ?»« Non, répondis-je, mais je ne pense pas qu'il m'entendit. « Allons, vieux, s'écria-t-il, enlève-moi cette couronne de bronze et viens dans le bureau. Tu vas à un bal masqué? Qu'est-ce que c'est que ces trucs en clinquant ?» J'étais ravi qu'il croie que la couronne n'était que du bronze et du verre, et pourtant je ne l'en aimais pas davantage pour autant. Je le laissai me l'enlever des mains, car il valait mieux faire comme il l'entendait. Il lança en l'air le magnifique diadème, le rattrapa au vol, puis se tourna vers moi en souriant. « Ça vaut au moins 50 cents, dit-il. À quoi ça sert ?» Je ne répondis pas, mais lui pris la couronne des mains et la remis en place dans le coffre, dont je refermai la porte massive. Le hurlement infernal de l'alarme s'interrompit immédiatement. Louis me regarda d'un air curieux, mais ne sembla pas remarquer que le bruit s'était arrêté. Il se mit à parler du coffre comme si c'était une boîte à biscuits. Craignant qu'il n'en examine la combinaison, je l'emmenai dans mon bureau. Il se jeta sur le sofa et commença à chasser les mouches avec son inséparable cravache. Il portait sa tenue de service, sa veste en brandebourg et sa toque, et je remarquai que ses bottes étaient éclaboussées d'une boue rougeâtre. « Où es-tu allé ?» lui demandai-je. « Sauter par-dessus des rivières boueuses, dans le New Jersey, dit-il. Je n'ai pas eu le temps de me changer, j'étais pressé de te voir. Tu n'as rien à m'offrir à boire ? Je suis mort de fatigue. Je suis resté en selle pendant au moins 24 heures. » Je lui offris du brandy, que je pris dans mon armoire à pharmacie. Il le but avec une grimace. « Oh, quelle saloperie !» s'écria-t-il. « Je te donnerai une adresse où on vend un brandy digne de ce nom. »« Il est bien assez bon pour ce que j'en fais, » répondis-je avec indifférence. « Je m'en sers pour frictionner la poitrine. » Il me regarda et s'attaqua à une autre mouche. « Écoute, vieux, commença-t-il, j'ai quelque chose à te suggérer. Ça fait maintenant 4 ans que tu t'enfermes ici comme un hibou, sans jamais aller nulle part, sans jamais faire un peu d'exercice, sans rien faire d'autre que de te plonger dans tous ces bouquins au-dessus de la cheminée. » Il parcourut les étagères. « Napoléon, 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 au nom du ciel, tu n'as donc rien d'autre que Napoléon ?» « Il devrait avoir des reliures d'or, répondis-je. »« Ah mais s'il y a un autre livre, Le Roi en jaune !» Je le regardai droit dans les yeux et lui demandai « Tu ne l'as jamais lu ?»« Moi ? Dieu merci, jamais. Je n'ai pas envie qu'il me rende dingue. » Je vis qu'il regrettait déjà ses paroles. À peine les avait-il prononcées. Il y a un seul mot que je déteste plus que fou, c'est le mot dingue. Mais je réussis à me contrôler et lui demandai pourquoi il pensait que le roi en jaune était dangereux. « Oh, je n'en sais rien, dit-il précipitamment. Je me souviens seulement de l'agitation que ce livre avait suscitée et de la manière dont il a été condamné de toutes parts. Je crois que l'auteur s'est tué après avoir publié une telle monstruosité, non ? » « À ce que je sais, il est toujours en vie, répondis-je. » Il murmurait. « Sans doute. Les balles ne peuvent rien contre un tel démon. »« C'est un livre plein de vérités, dis-je. »« Oui, répondit-il, des vérités qui font perdre la raison aux hommes et brisent leur vie. Peu m'importe que ce livre soit, comme on l'a dit, l'essence suprême de l'art. C'est un crime de l'avoir écrit. En ce qui me concerne, jamais je ne l'ouvrirai. »« Est-ce pour me dire cela que tu es venu ? Demandai-je. Non, dit-il. Je suis venu te dire que j'allais me marier. » Un instant, je crus que mon cœur s'était arrêté de battre, mais je réussis à garder les yeux fixés sur son visage. « Oui, poursuivit-il, en souriant de bonheur, je vais épouser la plus merveilleuse fille du monde. »« Constance Hauberg, dis-je machinalement. « Comment le sais-tu ? S'écria-t-il. « Moi-même, je ne le savais pas jusqu'à ce que, ce soir d'avril où nous sommes allés nous promener sur les quais... »« C'est pour quand ? Demandai-je. »« Nous pensions le faire en septembre, mais il y a 1 heure, il est arrivé un ordre rappelant les régiments du Presidio à San Francisco. Nous partons demain midi. »« Demain midi, répéta-t-il. Imagine, Hildred, demain je serai le type le plus heureux qui ait jamais vécu sur cette terre, car Constance partira avec moi. » Je lui tendis la main pour le féliciter, il la saisit et la secoua, comme le brave imbécile qu'il était, ou affectait d'être. « Et je vais recevoir mon escadron en cadeau de mariage, continua-t-il. Le capitaine Louis Castaigne et madame. Hein, Hildred ? Puis il m'expliqua où la cérémonie aura lieu et qui serait là.
Il me fit promettre d'y venir et d'être son garçon d'honneur. Je serrai les dents, et sans montrer ce que je ressentais, je m'efforçai d'écouter son babillage puéril. Et pourtant... J'arrivai à la limite de ma résistance, si bien que lorsqu'il se leva d'un bond, en faisant teinter ses éperons, et me dit qu'il devait partir, je ne fis rien pour le retenir. « Je veux juste te demander une chose, lui dis-je calmement. Il rit. « Tout ce que tu voudras, de quoi s'agit-il ?»« Je veux que ce soir, tu viennes me retrouver pour discuter pendant un quart d'heure. »« Bien sûr, si tu veux, dit-il, un peu interloqué. Où ça ? Peu importe, en bas, dans le parc. Mais à quelle heure ? Mildred ? Minuit. Oh, oh non, Dieu, commença-t-il, mais il se reprit et me donna son accord avec un petit rire. Je le regardai descendre l'escalier à toute vitesse, son sabre cognant un grand bruit à chacun de ses pas. Il tourna dans Baker Street, et je compris qu'il allait voir Constance. Je lui donnai 10 minutes pour disparaître, puis je descendis à sa suite, prenant avec moi la couronne ornementée et la robe de soie brodée du cygne jaune. Arrivé à Baker Street, je pénétrai dans l'entrée portant l'enseigne « Monsieur Wilde, restaurateur de réputation, 3e sonnette ». Je vis le vieux Auberg qui s'affairait dans son atelier, et je crus entendre la voix de Constance dans le salon. Mais préférant les éviter, je montai en courant l'escalier branlant jusqu'à l'appartement de M. Wilde. Je frappai et entrai sans plus de cérémonie. M. Wilde était couché sur le sol, gémissant, le visage ensanglanté, les vêtements en lambeaux. Il y avait du sang partout sur le tapis, que la lutte qui venait de toute évidence de se dérouler avait laissé déchirer et effilocher. « C'est ce maudit chat !» dit-il, cessant de gémir et tournant vers moi ses yeux incolores. « Il m'a attaqué alors que je dormais. Si ça continue, il va me tuer !» Cette fois-ci, c'en était trop. Je me rendis à la cuisine et, prenant une hachette dans le placard, me mis en devoir de trouver l'infernal animal afin d'en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Mes recherches restaient infructueuses. Je dus les abandonner au bout d'un moment et j'allai rejoindre M. Wilde, que je trouvai tapi dans son fauteuil à haut dossier près de la table. Il avait lavé son visage et changé de vêtements. Les profondes balafres, laissées par les griffes du chat, étaient recouvertes de pommade, et un pansement masquait la blessure de la gorge. Je lui dis que je tuerais le chat s'il venait à croiser mon chemin, mais il secoua la tête et il se tourna vers le livre de comptes ouvert devant lui. L'un après l'autre, il lut les noms des personnes qui s'étaient adressées à lui à propos de leur réputation, et les sommes qu'il avait amassées étaient stupéfiantes. « De temps en temps, je leur serre un peu la vis, m'expliqua-t-il. Un jour ou l'autre, dis-je, l'un d'entre eux viendra vous assassiner. Vous croyez ? Dit-il en frottant ses oreilles mutilées. La discussion était inutile. Aussi pris-je le manuscrit intitulé « La dynastie impériale d'Amérique » pour la dernière fois où je devais le prendre dans le bureau de M. Wilde. Je le lus jusqu'au bout, frémissant de plaisir. Lorsque je finis, M. Wilde prit le manuscrit et, se tournant vers le passage sombre qui mène dans son bureau à sa chambre, appela d'une voix forte « Vance !» Alors pour la première fois, je remarqua un homme tapi dans le noir. Comment j'avais fait pour ne pas le remarquer pendant que je cherchais le chat? Je fus incapable de le comprendre. « Vance, venez ici !» cria M. Wilde. La silhouette se leva et vint nous rejoindre. Je n'oublierai jamais ce visage levé vers moi, illuminé par la lumière qui entrait par la fenêtre. « Vance, voici M. Castaigne !» dit M. Wilde. Avant qu'il eût fini de parler, l'homme se jeta sur le sol devant la table, pleurant et suffoquant. « Oh, mon Dieu, aidez-moi, pardonnez-moi, oh, monseigneur Castaigne, protégez-moi de cet homme. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vouloir ça. Vous êtes différent, sauvez-moi. Je suis un homme brisé, j'étais dans un asile, et maintenant, alors que tout s'arrangeait, que j'avais oublié le roi en jaune, mais je vais redevenir fou, je vais redevenir... » Sa voix s'étrangla brusquement, car M. Wilde s'était jeté sur lui, et de sa main droite lui enserrait le cou. Quand Vance se fut écroulé sur le sol, M. Wilde remonta avec agilité dans son fauteuil, et frottant ses oreilles mutilées avec son moignon de main, il se tourna vers moi et me réclama le livre de comptes. J'allai le chercher sur l'étagère, et il l'ouvrit. Après avoir recherché quelques instants parmi les pages couvertes d'une belle écriture, il toussota d'un air suffisant et désigna le nom de Vance. « Vance !» lut-il à haute voix. « Osgood Oswald Vance !» Entendant son nom, l'homme couché sur le sol leva la tête et tourna vers M. Wilde son visage congestionné. Ses yeux étaient injectés de sang, ses lèvres tuméfiées.
Venu me voir le 28 avril, continua M. Wilde. Profession, caissier à la Seaford National Bank. Détenu à Sing Sing pour faux et usage de faux, puis transféré à l'asile pour les aliénés criminels. Gracié par le gouverneur de New York et libéré de l'asile le 18 janvier 1918. Réputation endommagée à Sheepshead Bay. Selon les rumeurs, vit au-dessus de ses moyens. Réputation à réparer immédiatement. À compte versé 1 500 $. Note, a détourné des fonds pour un montant de 20 000 $ depuis le 20 mars 1919. Excellente famille, a obtenu sa position actuelle grâce à l'influence de son oncle, père président de la banque Seaford. Je regardai l'homme étendu au sol. Allons, Vance, levez-vous, lui dit M. Wilde, d'un ton radouci. Vance se leva comme hypnotisé. Il fera ce que nous lui dirons, observa M. Wilde. Et ouvrant le manuscrit, il lut toute l'histoire de la dynastie impériale d'Amérique. Puis d'une voix calme et apaisante, il en repassa les points les plus importants avec Vance, qui restait là, debout, l'air hébété. Ses yeux étaient fixes et vides, à tel point que je me dis qu'il était devenu idiot. J'en fis la remarque à M. Wilde, qui me répondit que de toute manière, cela n'avait aucune importance. Avec patience, nous expliquâmes à Vance quel serait son rôle dans l'affaire, et au bout d'un moment, il sembla nous comprendre. M. Wilde commenta le manuscrit, utilisant plusieurs traités d'héraldique pour étayer le résultat de ses recherches. Il évoqua l'installation de la dynastie à Carcosa et les lacs reliant Astur, Aldébaran et le mystère des Iades. Il parla de Cassida et de Camilla et sonda les nébuleuses profondeurs de Démé et le lac de Hali. Les haillons festonnés du roi en jaune doivent dissimuler Ithil pour toujours, murmura-t-il. Mais je ne crois pas que Vance l'entendit. Ensuite il fit suivre à Vance, petit à petit, les ramifications de la famille impériale, jusqu'à Hoot, Tal, Naotalba, et du spectre de la vérité jusqu'à Haldonès. Puis, repoussant le manuscrit et les notes, il commença à raconter la prodigieuse histoire du dernier des rois. Je le regardais, fasciné et captivé. Il tenait sa tête droite, ses longs bras étendus, dans un superbe geste de fierté et de pouvoir, et ses yeux brillaient comme deux émeraudes. Vance l'écoutait stupéfait. Quant à moi, lorsque M. Wilde finit son histoire et me désigna, s'écria « Le cousin du roi !» Je sentis la tête me tourner à force d'excitation. Dans un effort surhumain pour me maîtriser, j'expliquai alors à Vance pourquoi moi seul étais digne de la couronne et pourquoi mon cousin devait partir en exil ou bien mourir. Je lui fis comprendre que mon cousin ne devait jamais se marier, même après avoir renoncé à tous ses droits, et qu'il ne devait surtout pas épouser la fille du marquis d'Avonshire et mêler l'Angleterre à cette affaire. Je lui montrai les milliers de noms que M. Wilde avait rassemblés. Chacun de ces hommes avait reçu le signe jaune, que nul être humain vivant n'osa dédaigner. La ville, l'État, le pays entier étaient prêts à se soulever et à trembler devant le masque blême. Le temps était venu, le peuple devait apprendre à connaître le fils de Astur, et le monde entier devrait s'incliner devant les étoiles noires qui brillent au ciel de Carcosa. Vance s'avachit sur la table, le visage entre les mains. M. Wilde prit un bout de crayon et fit un rapide croquis dans la marge du numéro de Herald de la veille. C'était un plan de l'appartement de Hauberg. Ensuite, il rédigea l'ordre et y apposa le sceau, et tremblant comme un homme malade des nerfs, je signai mon premier mandat d'exécution de mon nom, Hildred Rex. M. Wilde bondit sur ses pieds, et ouvrant l'armoire, il prit une boîte rectangulaire qui se trouvait sur l'étagère du haut. Il la porta sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, enveloppé de papier de soie, se trouvait un poignard tout neuf, que je pris et tendis à Vance, avec l'ordre et le plan de l'appartement de Hauberg. Puis M. Wilde dit à Vance qu'il pouvait partir, et il partit, furtivement, comme un rôdeur des bas quartiers. Je restai un moment assis, à regarder le jour tomber, derrière la tour carrée du Johnson Memorial Church. Puis, rassemblant le manuscrit et les notes, je pris mon chapeau et me dirigea vers la porte. M. Wilde me regarda en silence. Sortant de l'appartement, je me retournai. Ses petits yeux étaient toujours fixés sur moi. Derrière lui,
Les ombres commençaient à s'épaissir dans la lumière déclinante. Alors, je refermai la porte derrière moi et sortis dans l'obscurité naissante de la rue. Je n'avais rien mangé depuis le matin, mais je n'avais pas faim. Un être pitoyable et affamé qui se tenait près de la chambre terminale et regardait la rue me remarqua et vint me raconter l'histoire de sa misère. Je lui donnai un peu d'argent, je ne sais pas pourquoi, et il s'en alla sans me remercier. 1 heure plus tard, un autre clochard s'approcha de moi et me pleurnicha son histoire. J'avais dans ma poche un bout de papier sur lequel était dessiné le signe jaune. Je le lui donnai. Il le regarda un moment, d'un air stupide, puis me jeta un regard hésitant. Il le plia avec soin, qui me parut exagéré, et le mit dans sa poche. Les lumières électriques scintillaient parmi les arbres, et la nouvelle lune brillait au-dessus de la chambre terminale. L'attente était épouvantable. Je marchai de l'arc de triomphe jusqu'aux écuries de l'artillerie, puis je revins vers le bassin aux nénuphars. Des fleurs et de l'herbe se dégageaient des senteurs troublantes. Le jet d'eau de la fontaine jouait dans un rayon de lune, et le bruissement musical des gouttes d'eau me rappela le tintement des côtes de mailles dans l'atelier de Hauberg. Mais il n'était pas aussi captivant, et le reflet pâle de la lune sur l'eau n'apportait pas d'aussi exquises sensations que les rayons de soleil jouant sur l'acier poli d'un corset reposant sur les genoux de Hauberg. Je regardais les chauves-souris qui filaient et décrivaient des cercles au-dessus du bassin et de ses plantes aquatiques, mais leur vol rapide et leurs mouvements brusques mirent mes nerfs à vif. Aussi je me remis à marcher sans but entre les arbres. Les écuries de l'artillerie étaient sombres, mais dans la caserne de cavalerie, les fenêtres des officiers étaient brillamment éclairées. Et la poterne de sortie était pleine de soldats en tenue de service, portant de la paille, des selles ou des paniers remplis d'écuelles de métal. Par 2 fois, la sentinelle à cheval, postée à l'entrée, fut remplacée pendant que je parcourais de long en large les allées d'asphalte. Je regardai ma montre. Il était presque l'heure. Dans la caserne, les lumières s'éteignirent une à une. Le portail d'entrée fut refermé, et presque à chaque minute, des officiers rentrèrent par le guichet latéral, laissant derrière eux, dans l'air de la nuit, le bruit métallique de leurs équipements et le tintement de leurs éperons. Le parc était devenu silencieux. Le dernier sans-abri en avait été chassé par les gardiens en uniforme gris. Les voitures, quant à elles, avaient déserté Wooster Street, et seuls les piétinements de cheval de la sentinelle et les chocs de son sabre contre le pommeau de la selle rompaient le silence. Dans la caserne, les quartiers des officiers étaient encore éclairés, et on voyait les domestiques passer et repasser devant les grandes fenêtres. Minuit sonna au clocher neuf de l'église Saint-François-Xavier, et alors même que la cloche au son triste faisait entendre son dernier coup, une silhouette franchit le portail, retourna son salut à la sentinelle et traversant la rue s'enfonça dans le square en direction de l'immeuble Bénédicte. Je l'appelai. « Louis !» L'homme pivota sur ses talons et vint droit vers moi. « C'est toi, Hildred ?»« Oui, tu es à l'heure, lui répondis-je. Je pris la main qu'il me tendait et nous nous dirigeâmes vers la chambre terminale. Il me rabattit les oreilles avec son mariage et les qualités de Constance, et leur projet d'avenir, me montra ses épaulettes de capitaine et la triple arabesque dorée sur ses manches et sa toque. Je crois bien que j'écoutais au moins autant la musique de ses éperons et de son sabre que son bavardage infantile. Enfin, nous fûmes sous les ormes au coin du parc, donnant sur la 4e rue, à l'opposé de la chambre terminale. Alors, en riant, il me demanda ce que je lui voulais. Je l'amenai jusqu'à un banc sous la lumière électrique et m'assis près de lui. Il me regardait avec curiosité, de ce regard inquisiteur que je hais et craintant chez les médecins. Je me sentais insulté par ce regard, mais il ne s'en rendit pas compte, et je pris bien soin de cacher ce que je ressentais. « Alors, mon vieux, demanda-t-il, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» De ma poche, je tirai le manuscrit et les notes sur la dynastie impériale d'Amérique, et lui dis, en le regardant dans les yeux, « Je vais te dire, sur ta parole de soldat, promets-moi de prendre connaissance de ce manuscrit du début à la fin, sans poser de questions. Promets-moi de lire ces notes de la même manière et promets-moi d'écouter ce que j'ai à te dire ensuite. »« Je te le promets, si tu y tiens, dit-il d'un air affable. Donne-moi ce papier, Hildred. » Il commença à lire, levant les sourcils, dans une expression de perplexité, amusée et qui me fit frémir de rage. Comme il continuait, ses sourcils se froncèrent et ses lèvres semblèrent articuler le mot « absurde ». Ensuite, il eut l'air de s'ennuyer,
mais pour me faire plaisir sans doute, s'efforça de s'intéresser à ce qu'il lisait. Au bout d'un moment, il n'eut plus à se forcer. Il sursauta en rencontrant son propre nom dans les pages couvertes d'une écriture serrée, et quand il tomba sur le mien, il abaissa le papier et me regarda avec intensité. Mais il tint sa parole et se remit à lire, et je le laissai s'évanouir sur ses lèvres la question qu'il n'avait pas posée. Lorsqu'il arriva à la fin et lut la signature de M. Wilde, il plia soigneusement le document et me le rendit. Je lui passai les notes, et il se radossa pour lire, ramenant sa toque sur son front avec un geste juvénile qu'il avait déjà à l'école et dont je me souvenais si bien. Je le regardai lire, et quand il eut fini, je repris les notes et les remis dans ma poche avec le manuscrit. Alors je déroulai un papier marqué du signe jaune. Lui vit le signe, mais ne sembla pas le reconnaître. Aussi j'attirai son attention dessus un peu brusquement. « Eh bien, je le vois, dit-il. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est le signe jaune, dis-je furieux. Oh, ainsi c'est donc ça, dit-il avec la même voix mielleuse que le docteur Archer employait pour me parler, et qu'il aurait sans doute employé encore si je ne lui avais pas réglé son compte. Je réprimai ma colère et lui répondis aussi calmement que possible. Tu m'as donné ta parole. Alors écoute. Je t'écoute, vieux, répondit-il d'une voix apaisante. Avec calme, je recommençai à parler. Le docteur Archer, ayant eu vent d'une manière ou d'une autre du secret de la succession impériale, a tenté de me priver de mes droits, prétendant que ma chute de cheval, il y a 4 ans, avait endommagé ma santé mentale. Il avait l'intention de me détenir prisonnier dans sa propre maison, dans l'espoir, bien de me rendre fou, ou bien de m'empoisonner. Je ne l'ai jamais oublié. Je lui ai rendu visite hier soir, et cet entretien a été le dernier. Louis pâlit, mais ne broncha pas. Je repris triomphalement. Il y a encore 3 personnes avec qui je dois avoir un entretien. Dans l'intérêt de M. Wilde et dans le mien, ce sont mon cousin Louis, M. Hauberg et sa fille Constance. Louis se leva d'un bond, et j'en fis autant, jetant au sol le papier marqué du signe jaune. Avec un rire de triomphe, je m'écriai « Oh, je n'en ai pas besoin pour te dire ce que j'ai à dire. Tu dois renoncer à la couronne en ma faveur. En ma faveur, tu entends ?» Louis me regarda avec stupéfaction, mais se reprenant, il me dit avec douceur « Mais bien sûr que j'y renonce. À quoi est-ce que je dois renoncer déjà ? À la couronne ?» dis-je avec fureur. « Bien sûr, répondit-il, j'y renonce. Allez, viens, mon vieux, je te ramène chez toi. » Frémissant de rage, je lui criai « N'essaie pas de me jouer des tours de docteur. Ne te comporte pas comme si tu me croyais fou. » « Ne dis pas de bêtises, répondit-il. Viens, Hildred, il se fait tard. Non, criai-je, et tu dois m'écouter. Tu ne te marieras pas, je te l'interdis, tu m'entends ? Je te l'interdis, tu vas renoncer à la couronne, et en retour, je te garantis l'exil. Mais si tu refuses, tu devras mourir. Il tenta de me calmer, mais j'étais hors de moi. Et, tirant mon couteau à longue lame, je lui barrai la route. Alors je lui dis comment on trouverait le docteur Archer dans la cave, la gorge ouverte, et je lui ris au nez en pensant à Vance et à son couteau et à l'ordre que j'avais signé. « Ah, tu es le roi, toi !» criai-je. « Mais je serai roi. Qui es-tu pour m'empêcher de régner sur toutes les terres habitables ou je suis peut-être le cousin d'un roi, mais je serai roi. » Louis était debout devant moi, pâle et rigide. Soudain un homme arriva de la 4e rue en courant, franchit la grille de la chambre terminale, remontant l'allée à toute vitesse jusqu'aux portes de bronze, et avec un cri de démence, se jeta dans la mort. Et je ris jusqu'aux larmes, car j'avais reconnu Vance, et je savais que Hauberg et sa fille ne se dresseraient plus sur mon chemin. « Va !» criai-je à Louis. « Tu n'es plus une menace pour moi. Jamais tu n'épouseras Constance. Et si tu te maries dans ton exil, je viendrai te voir, comme je l'ai fait pour mon docteur la nuit dernière. Monsieur Wilde s'occupera de toi demain. » Puis lui tournant le dos, je m'élançai dans la 5e avenue Sud, et avec un cri de terreur, Louis laissa tomber son ceinturon et se précipita à ma poursuite. Je l'entendis, juste derrière moi, alors que je tournais le coin de Baker Street, et je me jetai dans l'entrée portant l'enseigne de Hauberg. Louis cria « Halte, ou je tire !» Mais quand il me vit monter l'escalier, laissant derrière moi l'échoppe de Hauberg, il se désintéressa de moi, et je l'entendis cogner et appeler à la porte de ce dernier, comme s'il était possible de réveiller les morts.
La porte de M. Wilde était ouverte, et j'entrai en clamant « Tout est accompli! Tout est accompli! Que les nations se lèvent et contemplent leur roi !» Mais je ne pus trouver M. Wilde. Aussi j'allai jusqu'à l'armoire et y pris le magnifique diadème dans son écrin. Puis je revêtis la robe de soie blanche, brodée du cygne jaune, et posai la couronne sur ma tête. Enfin, j'étais roi. Roi de par mon droit à Astur, roi parce que je connaissais le mystère des Hyades et que mon esprit avait sondé les profondeurs du lac Hali. J'étais roi. Les premières grisailles de l'aube allaient amener une tempête qui ébranlerait 2 hémisphères. Soudain, alors que je me tenais là, tous mes nerfs tendus à se rompre, terrassé par la joie splendide de mes pensées, j'entendis un homme gémir, dehors, dans le couloir obscur. Je saisis la chandelle et bondis à la porte. Le chat passa près de moi, comme un démon, et la chandelle s'éteignit, mais mon couteau fut plus rapide. J'entendis l'animal crier, et je sus que je ne l'avais pas raté. Pendant un moment, je l'écoutais se cogner et tituber dans le noir. Puis quand le bruit s'arrêta, j'allumai une lampe, et la leva au-dessus de ma tête. M. Wilde était couché par terre, la gorge ouverte. D'abord je le crus mort, mais je vis une étincelle verte briller dans ses yeux. Sa main mutilée trembla, et un spasme étira sa bouche démesurément. Un instant, ma terreur et ma détresse firent place à l'espoir. Mais alors que je me penchai sur lui, ses yeux se révulsèrent, et il mourut. Alors, comme j'étais là, possédé par la rage et le désespoir, voyant ma couronne, mon empire, toutes mes espérances et toutes mes ambitions, ma vie même s'effondrer avec le maître défunt, ils surgirent, me saisirent par derrière et me ligotèrent jusqu'à ce que mes veines saillent sous ma peau comme des cordes et que ma voix s'épuise, au paroxysme de mes cris de fureur. Mais je continuai à me débattre, ensanglanté, furieux, et plus d'un policier dut subir mes morsures. Enfin, comme je ne pouvais plus bouger, ils s'approchèrent de moi. Je vis le vieux Hauberg, et derrière lui, le visage livide de mon cousin Louis, et plus loin dans un coin, une femme, Constance, qui pleurait doucement. « Ah, je vois clair maintenant, hurlai-je. Tu t'es emparé du trône et de l'Empire. Malheur, malheur à toi qui portes la couronne du roi en jaune. » Note de l'éditeur. Monsieur Castaigne est décédé hier à l'asile pour les aliénés criminels.